Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce début d'après-midi qui est consacré au thème de la transition alimentaire. Avant de débuter, je voulais vous prévenir que cette intervention serait en anglais, donc si vous souhaitez avoir un casque de traduction, ils sont disponibles à la régie près de l'entrée. Voilà. Donc pour explorer ce premier thème de la transition, on a souhaité avoir le regard de David Lichtman. Donc David, vous êtes américain, vous êtes conseiller pour le ministère de l'Agriculture des États-Unis, mais vous avez aussi un petit prisme européen puisque vous êtes né en Italie, vous êtes actuellement basé à Paris et vous avez surtout eu une carrière très internationale puisque vous avez supervisé les bureaux du ministère américain de l'Agriculture pour l'Afrique, pour le Moyen-Orient et vous êtes économiste agricole, donc vous allez nous éclairer sur une question de taille pour laquelle nous n'aurons peut-être pas de réponse tranchée parce que c'est une question très vaste qui est comment mieux nourrir la planète. Donc David Lichtman, we're very pleased to have you here today. Merci. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Très grand honneur d'être ici parmi vous. Je vais répondre à votre question en anglais. So, thank you. Thank you. So, feeding the planet better is a Donc, broad topic mieux because alimenter feeding la planète better est un means sujet producing large parce que much cela more signifie food, que so nous devons there's a également question produire of beaucoup plus quantity, de of course, nourriture. but Il y a une feeding question de better quantité, means mais feeding well, so there's a mieux question of alimenter, c'est quality. également bien alimenter. Donc, il y a une What question de do qualité farmers or aussi. producers Qu'est-ce que need les to do agriculteurs to ou les complete that producteurs task doivent faire better? pour And I pouvoir would like your point mieux of view atteindre from cet objectif? the Et j'aimerais entendre votre agricultural point de vue economist that you du are. point de vue de cet économiste agricole que vous êtes. C'est un sujet très large, c'est vraiment un problème d'envergure à travers le monde depuis plusieurs années. Je souhaite commencer en disant que nous avons besoin d'agir. Tout le monde dans la salle doit agir, tout le monde sur la planète doit agir car il en va de notre intérêt de résoudre ce problème. Nous allons bientôt atteindre 8 milliards de personnes. Le programme alimentaire mondial estime qu'une personne sur 8 sur la planète a faim. Donc c'est un problème de taille, non seulement en Afrique et en Asie, mais aussi aux États-Unis et ici en France. Donc les solutions sont autour de nous, mais cela requiert que nous répondions à ces problèmes avec un esprit ouvert et un portefeuille ouvert parce qu'il va être coûteux de répondre à ces problèmes. Lorsque je pense au problème de la faim à travers le monde, c'est une chose qui commence par l'éducation. Nous devons investir dans l'éducation et en particulier l'éducation des jeunes. Je rencontre de nombreux étudiants, je suis toujours impressionnée par leur niveau d'énergie et leur vision. Ils rêvent d'améliorer ce monde et d'édifier un monde meilleur. Et ça me fait la peine lorsque je parle à de nombreuses personnes dans le domaine de l'agriculture, parce que souvent j'entends qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre dans ce domaine. Donc si les gens souhaitent réellement répondre aux défis de la faim, dans le monde, eh bien, on doit s'impliquer de façon très sérieuse pour répondre à ces problèmes. Lorsque je pense aux jeunes, je me rappelle de notre président Abraham Lincoln qui a fondé mon département en 1862. Il disait que l'agriculture est vraiment la base de nos sociétés. Nous alimentons le monde, mais c'est aussi le travail du peuple. Donc tout le monde sur cette planète mange. Donc tout le monde doit réfléchir à la production de notre nourriture, comment est-ce que celle-ci est consommée, comment elle est produite. And so I think we need to really engage Nous devons vraiment impliquer les jeunes en particulier dans la sphère de l'éducation. Et nous devons également apprécier le travail des agriculteurs. Partout à travers le monde, là où je travaille, au Brésil, en Russie, en Inde, aux États-Unis, ici en France, partout où je me rends, je suis souvent attristée par le fait que les agriculteurs se sentent exclus, victimisés par des consommateurs qui pensent qu'ils savent comment produire de la nourriture, mais en fait, ils ne l'ont jamais fait. Il est grand temps que nous traitions les agriculteurs comme les héros qu'ils sont. Ce sont des héros du quotidien. Ils produisent de la nourriture dans des conditions très difficiles, dans des circonstances très difficiles. C'est coûteux et quelqu'un va devoir payer le prix. Je crois que les consommateurs peuvent jouer un rôle pour pouvoir mettre en avant
ce rôle des agriculteurs. Vous avez dit deux choses intéressantes. Vous avez dit que nous avons besoin davantage d'agriculteurs et qu'ils doivent être reconnus à la juste hauteur de leur travail. La reconnaissance est une bonne chose, mais ce n'est probablement pas suffisant. Ils ont besoin d'argent. Il y a une question très importante qui est celle de la distribution de la valeur. C'est pertinent partout. Dans les pays émergents, il y a des petits producteurs. Ils produisent des matières premières comme le cacao, le café, mais ils dépendent des prix du marché, des grandes entreprises et des pays plus développés comme la France. La majorité des valeurs sont captées par de grands réseaux de distribution. Donc, comment rendre cette valeur aux producteurs? C'est une question très intéressante, mais difficile. D'abord, quelques exemples locaux. J'ai un bon ami ici en France qui est un chef renommé à Lyon, Christian Tête-Doigt. Il a lancé une organisation qui s'appelle Mes producteurs, mes cuisiniers. Il s'agit de créer un écosystème où les agriculteurs et les chefs s'allient pour parler de l'histoire de la nourriture, parce que quelqu'un doit finalement, au bout du compte, payer pour cette nourriture. Il s'agit de voir comment nous communiquons avec les agriculteurs, verbalement, en rédigeant nos politiques, mais aussi avec notre portefeuille. Combien sommes-nous prêts à payer pour la nourriture que nous souhaitons avoir, que nous disons que nous souhaitons avoir? En tant qu'économiste, parfois, je trouve amusant de constater que bon nombre de personnes disent qu'ils souhaitent avoir de la bonne nourriture, mais au final, sont-ils vraiment prêts à payer le prix? C'est une question que bon nombre d'entre nous doivent se poser. En termes de chaîne de valeur, c'est une excellente question. Dans de très nombreuses régions du monde, les chaînes de valeur sont fragmentées du fait de différentes circonstances. On pense souvent que le problème vient des grandes entreprises, mais en réalité, lorsque j'étais en Inde, j'ai découvert différents secteurs et il était surprenant de constater, par exemple, que dans le secteur des fruits et légumes, il y a de très nombreux intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Et ces entreprises, ces individus n'ajoutent pas énormément de valeur, en fait. Ce n'est pas toujours très transparent. Donc, je crois qu'il est temps de réfléchir à l'amélioration de l'efficacité de nos chaînes de valeur. Comment s'assurer que les producteurs sont reconnus à la hauteur de leur travail. Vous parlez des producteurs, mais une révolution a également lieu dans le domaine agricole liée à la technologie. Pensez-vous que celle-ci peut être une réponse, une solution, et peut-elle être abordable pour tous? Parce que, bien sûr, la faim a lieu dans les pays plutôt pauvres ou en développement. Que peut nous apporter la technologie et peut-elle être abordable pour tous? C'est une question cruciale et je pense que lorsqu'une personne entend un Américain parler de technologie, il pense à la biotech et aux OGM. Mais il est très important d'avoir un état d'esprit ouvert à l'heure d'évaluer ces technologies. Récemment, j'ai découvert une organisation dans le monde du vin, la Fondation pour la viticulture régénérative. C'est un partenariat entre des domaines viticoles en France, en Espagne, aux États-Unis, qui se penche sur l'agriculture régénératrice. Très franchement, je ne connais pas grand-chose là-dessus et bon nombre d'experts ne savent pas grand-chose non plus, mais c'est une chose à étudier. Nous devons être ouverts à cela. Et il en va de même pour les technologies comme CRISPR-Cas9. Comme vous savez, en 2020, Emmanuel Chaton a gagné le prix Nobel de chimie pour le développement de CRISPR-Cas9. Et en fait, je crois que nous devons vraiment encourager ce type de débat, parce que si vous avez un vaccin, cela signifie que vous avez cette matière à l'intérieur de vous. Donc, il y a des outils traditionnels qui peuvent nous aider à répondre à ces problèmes que vous venez de mentionner. Je souhaite maintenant parler de ce que nous allons manger à l'avenir. Nous devrions peut-être arrêter de manger de la viande. On entend souvent parler de ce qu'on devrait ou ne devrait pas manger du fait de questions environnementales. On nous dit que l'on pourrait trouver de nouvelles solutions en mangeant par exemple des insectes. À quoi ressembleront nos assiettes à l'avenir? C'est là encore une excellente question. Notre assiette a bien changé depuis 30-40 ans. La technologie a changé la façon dont nous consommons la nourriture. Nous mangeons beaucoup plus de fast-food.
C'est peut-être une bonne chose, cela aide à gérer le quotidien. J'ai abordé cette question, mais ma première réaction en tant qu'économiste, c'est de dire qu'il c'est aux consommateurs de décider. Si on se concentre sur la sécurité alimentaire en tant que gouvernement, eh bien, on essaie d'éviter la fraude, on souhaite être transparent, on ne veut pas tromper le consommateur en lui faisant croire qu'il achète quelque chose alors qu'il achète autre chose. Ce qui concerne la viande, le poisson, les légumes, le sucre, tant que le consommateur a les outils pour prendre une décision éclairée, alors je ne vois pas pourquoi nous devrions imposer nos valeurs sur d'autres personnes. Des personnes dans la salle pensent peut-être que c'est la vision d'un économiste américain. Ce n'est pas seulement la vision d'un économiste américain. On doit décider si on souhaite trouver un équilibre dans nos sociétés entre la liberté individuelle, le choix individuel et le choix de la société. Même ici en France, vous avez une tradition, vous mangez du foie gras. Pour bon nombre de personnes à travers le monde, ce n'est pas acceptable. Et pour de nombreuses familles traditionnelles, ça l'est. Moi, j'ai 2 filles, elles ne mangent pas la même chose que moi. Je dois m'assurer qu'elles ont les nutriments nécessaires à leur survie, mais je ne veux pas non plus imposer mes goûts, mes préférences à ma propre famille, alors encore moins au reste du monde. Donc l'idée d'avoir un bureaucrate du gouvernement qui décide ce que le reste de la société doit manger, pour moi, ce n'est pas quelque chose d'américain, c'est une question de liberté. Donc vous pensez que les questions autour de la nourriture pourraient créer de nouvelles fractures dans la société ? Nous vivons dans un monde de plus en plus polarisé. Il y a des différences de vues, des points de vue différents, et une des clés à comprendre, pour comprendre ce qui se passe, c'est de comprendre les points de vue des uns des autres, parce que souvent, on a l'impression que c'est un dialogue de sourds ou que l'on se parle simplement entre nous et qu'on ne parle pas forcément à des personnes qui ont des points de vue différents du nôtre. Je crois que c'est une erreur. Nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres en se respectant. Nous pouvons être en désaccord, mais tout en restant respectueux. Si nous souhaitons répondre aux défis du monde, nous devons avoir l'esprit ouvert. Nous devons être ouverts d'esprit et comprendre comment travailler ensemble, même si nous ne sommes pas d'accord sur tout. Il y a de nombreuses choses sur lesquelles nous pouvons être d'accord. Maintenant, vous allez rester avec nous et c'est une bonne chose. Donc, vous allez pouvoir parler à différentes personnes qui ont différents points de vue. Merci beaucoup, David Leishman.